Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce que, alors je le redis, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez scanner pour avoir les écouteurs. Ça marche pas? Apparemment, non. Vous nous entendez, c'est correct? Là, vous nous entendez? On fait au mieux. Pas terrible sur le fond. Il faut réessayer, apparemment ça marche. Vous pouvez réessayer. Là-bas au fond, ça marche. Ouais. Alors, Benoît Lahaye, je suis ravi de vous accueillir avec Julien. Je vais me présenter, après je te laisserai te présenter, Julien. Ouais. Donc moi, Benoît Lahaye, je suis le refondateur d'une marque qui s'appelle Attila, qui est un des métiers les plus vieux du monde, puisque c'est couvreur. Donc avant nous, c'était les grottes. Donc on va, entre l'intelligence artificielle et les métiers traditionnels, on va pouvoir vous développer un peu cette idée. Qu'est-ce qu'un couvreur vient faire dans l'intelligence artificielle? C'est vraiment cette idée de se dire comment on peut réinventer nos business models. Alors, je ne pense même pas les réinventer, on va en parler, mais l'idée, c'est quels sont les relais de croissance qu'on peut avoir. L'intelligence artificielle, ça peut être le fameux outil OpenAI administratif, ça peut être des choses qui améliorent notre outil de production, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous donne un autre business model. Et on va en parler aussi, puisque Julien, toi, c'est quand même ton sujet. Donc j'ai demandé à Julien, que je vais laisser présenter, d'être là, parce que déjà, j'avais pas envie de parler que de moi. Et puis j'avais envie de rendre les choses très concrètes. C'est-à-dire comment on passe d'une idée, d'une vision d'un entrepreneur à des gens qui sont capables de nous aider à le mettre concrètement en place. Et on vous montrera, moi en 3 mois, 4 mois, j'ai pu arriver à quelque chose qui pour moi peut vraiment améliorer le monde de l'artisanat européen. Julien, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour. Bonjour à tous. Tout le monde entend bien là avec les AirPods? Ouais, ça a l'air d'être cool. Donc moi, Julien, je suis le cofondateur d'un startup studio qui s'appelle Xmaker. C'est avec BPI France, des accélérateurs néo-pivot. Et moi, ma vision, elle est claire depuis le début. Je ne sais pas si ici, dans l'assistance, il y a des présidents d'ETI, PME historiques. Mais depuis plusieurs années, je me suis intéressé à cet écosystème en me disant on a quand même une chance en France incroyable d'avoir sur notre territoire ces boîtes historiques, souvent familiales, qui se transmettent de plusieurs générations. Ces entreprises ont des savoir-faire, ont des innovations, ont des assets, des actifs immatériels, comme toi, ta connaissance de ton métier dans le bâtiment, cette expertise-là. Et de l'autre côté, on a ce monde de la tech on est en train de vivre une révolution sans précédent, notamment sur les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Il y a plein de nouveaux business models qui sont en train de pousser partout dans le monde. Et je pense que la révolution qu'on est en train de vivre en ce moment, je parle pour nous tous, elle est sans précédent, quoi. C'est le début à peine de la vague. Et c'est là où j'ai cette vision de créer Xmaker et avec les équipes de BPI de monter l'accélérateur néo-pivot, qui est de se dire, si on transpose ces business models dans la tech qui sont en hyper-croissance dans des entreprises historiques, il n'y a aucune raison que nos PME et ETI françaises ne deviennent pas les champions de la tech de demain. Ce n'est pas réservé qu'aux startups parisiennes. Et c'était ça le postulat, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Benoît. Et c'est le truc le plus difficile à faire. Ce que tu viens d'expliquer, c'est comment un gars qui loue des apparts devient une décalicorne avec Uber. Parce que quand vous louez des apparts, jamais vous pensez à ça, au service client final. Jamais vous pensez à ça. Comment quelqu'un qui prenait des rendez-vous pour un docteur fait Doctolib? C'est-à-dire que tout le monde ici présent, vous avez un truc qui est jouable. Faut-il que ce soit votre sujet? Faut-il que vous en ayez envie? Mais en tout cas, je me rends compte que moi qui suis dans le bâtiment, j'ai besoin d'être entouré par des gens qui connaissent un petit peu l'intelligence artificielle, la tech, les réseaux sociaux, la communication. Enfin bon, vous avez des gens spécialisés dans plein de domaines. Est-ce qu'on montre un petit peu? Je vais montrer ce qu'on a fait. Oui, bien sûr. Et puis juste pour rebondir sur ce que dit Benoît, aujourd'hui, ces nouveaux business models, il y a 2 façons de voir les choses. Soit vous allez utiliser l'intelligence artificielle, comme tu le disais, un chat GPT en interne, je pense qu'on l'utilise tous quotidiennement. Moi, j'en ai fait quasiment mon assistant, mon coach et plein de sortes. Soit vous dites dans vos entreprises historiques, comment demain ça va vous permettre d'aller chercher des nouveaux leviers de croissance et créer des produits tech qui n'existaient pas en vous basant sur vos savoir-faire, votre expertise. Et là, le champ des possibles, je vous assure, c'est phénoménal. Et on va montrer un exemple juste maintenant avec le groupe Attila. Je vais le développer. En fait, le sujet, moi je suis couvreur, je fais de la maintenance de toiture. Ouais, je fais de la maintenance de toiture.
et j'en ai fait une franchise. Donc j'ai des franchisés que j'accompagne. Et puis à un moment donné, je me suis dit, c'est plus la toiture qui m'intéresse, c'est dans mon métier qui est au bout de la toiture, c'est les individus qui font la toiture. Comment je les aide, comment je leur facilite la vie. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir en 15 ans 140 franchisés. On fait 150 millions d'euros. Donc c'est un beau réseau qui fonctionne bien. Mais j'ai déporté mon sujet historique qui est le toit à comment faire du toit, qui n'est plus du tout le même sujet. C'est quand finalement vous voyez Uber ou Airbnb, le sujet c'est plus pour eux de louer l'appart. C'est de faire louer et de faire bien louer et de faire vivre une expérience client. Donc c'est sur cette base-là que je me suis dit, j'ai envie de réinventer le monde de l'artisanat européen, permettre à tous ces artisans, je parle toujours des difficultés qui pour moi sont des opportunités. Les artisans souffrent beaucoup du temps qu'ils consacrent à faire des devis. C'est une horreur. Donc là, l'idée, ça a été très simple, c'est de dire en 60 secondes, chez le client, je peux faire un devis ultra technique, ultra pointu, et on va voir ça. Donc on l'a fait en 6 mois. Enfin, l'idée, je l'avais depuis longtemps. Et ça, c'est de la pure intelligence artificielle, et on pourra rentrer dans les détails. Mais ce produit, il est fait pour inonder l'Europe avec des étapes, avec Mais voilà, l'idée, c'est ça. Ouais, puis avant de montrer la vidéo, encore une fois, je fais le lien avec cette vision entre votre monde de la PME, de l'ETI. Donc je ne sais pas exactement dans l'audience qui dirige une entreprise historique, avec l'expertise métier, la connaissance du terrain, les devis aussi qui étaient une data que la boîte possédait versus une start-up qui aurait démarré de zéro. Et le lien avec ce monde de la tech en se disant on peut créer un champion mondial aussi au même titre que quelqu'un d'autre. Enfin, ça peut être donné à tout le monde. Je te montre le teaser sur le projet Atix. Je ne sais pas s'ils vont avoir le son. Normalement, vous avez le son, je pense, dans les... Bon, c'est pas grave. Elle est en cours de design, hein, l'appli. Voilà, et donc l'idée, c'est pas tant de vous parler de ça, c'est de vous montrer qu'avec de l'intelligence artificielle actuellement, on peut faire des choses comme ça en 6 mois, avec un minimum d'argent, mais l'idée est beaucoup plus profonde que de faire des devis, des factures, puisque l'idée, c'est d'impacter le quotidien du monde de l'artisanat en les connectant aux normes techniques, c'est-à-dire que l'application sait déjà quand il y a des erreurs techniques qui sont faites ou pas faites. L'intelligence artificielle, pour revenir au cœur du sujet, elle nous réinvente des choses incroyables. Donc, rapidement, pour rester vraiment sur le sujet de l'intelligence artificielle, on pourrait en parler des heures, mais ce projet, au-delà de la vision, il a fallu 3 étapes, ce qu'on appelle les steps. Il faut faire des livrables pour ne pas partir dans des choses compliquées. Et ça, c'est un truc qui était vraiment bien dans le Startup Studio. Oui, encore, alors je fais une analyse. Voilà, vous imaginez le nombre d'opportunités qu'on a à notre disposition pour aller chercher des nouveaux modèles économiques. Et quel que soit le domaine d'activité, aujourd'hui, le champ des possibles, il est incroyable. Enfin, je veux dire, là, c'est la boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir. Maintenant, quand on est confronté entre 2 écosystèmes, donc le monde de la PME et de l'ETI d'un côté et des méthodes industrielles et le monde de la start-up de l'autre, il fallait complètement qu'on réinvente la façon de lancer un nouveau modèle dans une entreprise historique versus partir de zéro. On peut partir de zéro, c'est plus facile quand on n'a rien à perdre. Là, il y a une marque qui est derrière, il y a un groupe et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec les équipes BPI là, qui sont ici sur un modèle un peu inspiré des startup studios américains. L'idée, c'est de se dire comment, en quelques mois,
on va être en mesure de dérisquer de manière concrète le lancement du business model sur le terrain, avant même d'investir dans des développements technologiques, parce que ça représente quand même des investissements. Donc concrètement, on l'a vendu avant même que ça existe. Et j'ai dit, mais ça, c'est de l'arnaque. Maintenant, c'est une technique d'étude de marché. Et donc, on a lancé un truc en envoyant un mail, en disant, bah, écoutez, ça n'existe pas, on est en cours de le développer. Et du coup, c'est extraordinaire parce qu'on a pu vérifier qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Ça, c'est la première étape. Oui, voilà, en gros, déjà, si je vous fais la vraie méthode qu'on a craquée, c'est hyper simple. Imaginez le monde comme un énorme catalogue de business model. On va regarder ce que font, bon, je ne vais pas vous mentir, plutôt des fois les Américains, parce qu'ils ont toujours un coup d'avance dans la Silicon Valley. ChatGPT, est-ce que tu peux me sortir tous les business models qui ont des croissances de malades dans des startups qui font ça? On fait un jeu de transposition. Il va vous sortir comme un catalogue Ikea, quoi. Il va vous sortir 4-5 startups qui cartonnent avec des croissances de malades. Avec des bases de données, vous allez regarder un peu de la data, comment la boîte elle a levé, est-ce qu'elle est en croissance, comment elle est structurée, ainsi de suite. Et après, vous jouez à transposer, quoi. On dit, tiens, ce business model-là, si je le mettais dans le groupe Attila, ça donnerait quoi? C'est comme si on était en train de s'inspirer d'une décoration ailleurs et qu'on transposait le truc. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a fait un bon gros copier-coller, on va pas se mentir, hein. Il y en a, ils ont fait des fortunes hein, là-dessus. Les Allemands de Rocket Internet, c'était les rois de jouer à ce petit jeu. On réinvente pas la roue, on transpose, on imagine la proposition de valeur. Et après, il y a juste à aller le tester, quoi. On fait comme si la start-up, elle existait. On fait une page web, on trouve une marque. Comme tu dis, bon, on fait un peu les coquins, on va vendre la solution, on faisait genre, ça n'existe pas, enfin ça existe, commande-la. Puis à la fin, on dit, est-ce que tu as 10-15 minutes à m'accorder au téléphone? Puis nous, ça nous permet d'avoir des feedbacks. Et une fois qu'on a des feedbacks, on est un peu plus sûr du coup pour appuyer sur le bouton on. Donc ça, c'est vraiment la méthode. Et en réalité, je pense que toutes les entreprises françaises ont des opportunités à réfléchir, prendre de la hauteur, être capable de regarder ce que l'intelligence artificielle va dans tous les cas transformer. Enfin, se poser la question de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est se poser la question si j'ai besoin d'électricité il y a des centaines d'années. C'est à peu près pareil. Donc la question, c'est aujourd'hui, entre ce que l'on a accès, qui peut réinventer notre quotidien avec OpenAI ou Claude, comment derrière on va réinventer notre propre business model avec du codage, avec des applications. Est-ce que ça m'ouvre à d'autres marchés? Voilà, donc sur tout ce qui est intelligence artificielle, moi j'ai découvert, on parlait des bases de données. Les bases de données, moi je pensais qu'après 15 années de données Attila, j'étais fort. Mais quand j'ai vu les bases de données des LLM, j'ai dit je ne vais même pas utiliser ma base de données. Parce qu'aujourd'hui, un LLM est connecté de manière triangulaire. Donc quand moi je donne une norme technique sur une toiture, il va avoir jusqu'aux molécules, alors c'est instantané, hein, jusqu'aux molécules d'un produit chimique à un produit qu'on appelle de membrane. Et est-ce que les deux sont compatibles? Mon service technique où j'ai 6 personnes à plein temps, ils n'ont même pas la capacité d'avoir ce niveau-là d'expertise. Donc en réalité, on a vraiment des bases aujourd'hui qui sont incroyables. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que ça ne nous condamne pas. Parce que notre organisation, notre gouvernance, elle va être propre à nous. Notre agilité, notre capacité à faire de l'amélioration continue. Mais il faudra qu'on soit pour le coup connecté, je pense, à des LLM extrêmement puissants qui nous donneront de l'analyse en temps réel. Et ça va, pour moi, non seulement améliorer les boîtes, mais aussi améliorer la relation humaine. L'intelligence artificielle va nous obliger à faire encore plus de relations humaines en management, en relations clients. Donc pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment tout ça qui est en train de se jouer aujourd'hui. Ouais, et puis je peux peut-être montrer un peu, je ne sais pas si j'ai autorisation de CF pour montrer le projet là, sur lequel on est en train de bosser. Ouais, voilà, c'est bon. Ce que je veux encore défendre, moi, de mon côté... L'idée, c'est de vous montrer des exemples qui peuvent vous inspirer, peut-être, vous donner des réflexions. Je ne sais pas, alors, j'ai pas fait le sondage qui est président ici ou à une PME ou une ETI. Bon, on n'a pas le temps pour ça, mais ce que je vois, c'est le potentiel qu'il y a aujourd'hui d'aller chercher des nouveaux marchés. Il n'y a pas de raison que ce soit les Américains, les stars de demain. En France, on a des super ingénieurs, on a des industries qui sont extrêmement solides. Et tout part, le point de départ, c'est la vision d'un dirigeant.
Donc là, on a les fondateurs du groupe ECF là, qui sont cachés ici, là, qui a voilà, une très belle ETI dans le domaine de la piscine, des industriels dans le domaine de la piscine. Donc, pain point, vision des dirigeants, c'est de se dire aujourd'hui, enfin, je crois que c'est sur le marché français, la piscine souffre aussi d'une image un peu négative, pool bashing. Un peu comme le plastique, hein, comment on transforme positivement tout ça, ouais. Donc, ils n'aiment pas qu'on fasse des bombes au bord du rosé dans la piscine, et qui sait c'est sympa, hein, moi qui habite la Côte d'Azur. Par contre, il y a une vision d'un dirigeant qui dit demain, la piscine, ça va devenir un réservoir d'eau en eau et en énergie. Donc ça va rendre la maison positive en termes d'écologie. Donc autour de ça, il y a de la R&D qui a été fait sur ce qu'on appelle de la deep tech, donc des technologies industrielles de pointe avec beaucoup de technologies dedans. Et demain, le rôle de l'intelligence artificielle dans le business model, ça sera d'optimiser tout l'écosystème qui va fonctionner pour faire fonctionner ces systèmes entre eux pour qu'ils puissent vraiment optimiser la perception de l'énergie. Donc voilà, et le projet s'appelle, c'est un nom de code aujourd'hui, Blue Horizon. Et je crois que le programme, ça serait, c'était simple, hein, c'était Pool of Your Future. Ça claque mieux en anglais avec l'accent. Il faut encore vérifier si tu peux déposer, je crois, hein, le nom. Donc voilà. Ok. Je montre un autre exemple. Après, après on verra si on peut avoir des questions, puisque moi j'aime bien quand il y a un peu d'interaction. On verra, mais... voilà. Je montre cet exemple. Ouais. Voilà, leur métier à eux, et c'est un bureau d'études qui sont contractants en général. Donc pour le coup, c'est pas un industriel, c'est une boîte de services. Et ils étaient très novateurs dans ce qu'on appelle le BIM. Donc le BIM, c'est comment on monte des bâtiments en 3D. Donc ils sont très très forts là-dedans. Le sujet, c'est qu'il a dit bon, maintenant avec l'IA, soit je l'utilise pour moi pour améliorer ma productivité, ce qu'on pourrait appeler de la transfo digitale, soit il dit non, attends, avec mon savoir-faire métier, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas moi aussi à profiter du gâteau qui est en train de se créer demain. Donc le sujet, c'est de se dire que le pain point, et encore une fois, c'est une boîte qui a 20 ans, donc les pain points métiers, il les connaît par cœur, c'est comment savoir si son bâtiment il est conforme au niveau réglementaire. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le bâtiment ici, mais il paraît que c'est un festival, c'est le festival de la norme. Et donc si le bâtiment n'est pas conforme, en gros vous prenez des pénalités de retard, vous payez des audits une fortune. Hop, business model, hyper simple. On charge un fichier BIM ou autre, l'IA va analyser automatiquement ce fichier-là, elle va vous sortir un rapport instantané du taux de compliance de votre bâtiment. Est-ce que le bâtiment il est compliant ou pas, quoi, X%. Donc comment ils appellent ça, l'asset manager, enfin celui qui gère son parc immobilier, il sait instantanément si le bâtiment il est conforme. Et puis derrière, il y a un business model, lui, de SaaS, c'est-à-dire de vente par abonnement, et il est en train de créer carrément un nouveau marché autour de ça. Donc voilà, on est vraiment sur cette question de regarder l'intelligence artificielle comme un outil qui challenge les dirigeants quand même, parce que la concurrence va arriver, elle arrive de partout. Et à un moment donné, il y a l'amélioration des process en interne. Je vous donne un exemple très concret en termes d'intelligence artificielle. On a toujours une problématique de mise à jour de nos fournitures. En réalité, vous avez des LLM qui aujourd'hui, avec OpenAI, ça ne marche pas. Si vous vous intéressez avec Google, il est capable de scanner toutes vos factures du moment que vous lui donnez le bon prompt, donc la bonne programmation. Je me suis fait 2 jours où on s'est bien catché avec, j'avais essayé avec Claude, j'ai essayé avec Google. Là maintenant, vous pouvez tous m'envoyer vos factures en 2 clics. Je vous donne un fichier Excel en 2 clics qui correspond à la restitution de votre expertise. C'est-à-dire que moi, par exemple, il a compris qu'une palette d'ardoise de 1200 pièces, il fallait me la donner en unités, et il sait que l'unité suivant la pente, c'est 32 au mètre carré. Et donc, j'ai analysé non seulement, et ça, je l'ai fait chez moi, derrière mon PC. Donc, il y a aussi cette phase-là dans l'intelligence artificielle. Il y a, on parle de répondre aux mails en automatique, c'est la base. Mais faut-il encore s'intéresser à un GPT? GPT, c'est un bouton sur OpenAI. Vous lui dites, bon, t'as mes meilleures assistantes, je vais t'envoyer des mails, je veux que tu lui parles comme... Ça y est, les mails. Donc ça, c'est vraiment la première partie de l'intelligence artificielle. La deuxième partie, c'est un peu plus sur tout ce qui va être amélioration des processus en interne de l'entreprise. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette vision de faire des champions français, des champions européens sur des anciens métiers, des gens qui plient de la tôle, des gens qui font de la toiture, des gens... On peut réinventer ça. Il n'y a vraiment pas de limite, je crois. La limite, c'est la vision et l'intention. Qu'est-ce que je veux en faire?
Oui, voilà. En tout cas, pour rebondir sur ce que tu dis, Benoît, regardez un autre exemple à Ironly, parce que je vois qu'il y a Sébastien qui est arrivé, c'est un nouveau service qui va permettre pour des artisans, là on reste dans le domaine de l'artisanat, de fabriquer des pièces sur mesure sans plan. Encore une fois, c'est pour vous dire, parce que le sujet est quand même très centré sur cette technologie-là, nous on utilise beaucoup pour créer ces nouveaux business models. On peut dépasser le stade de juste j'améliore ma productivité interne pour aller vraiment chercher du nouveau business. Avec vos savoir-faire, enfin, on ne se connaît pas, mais à mon avis, il y a des opportunités juste phénoménales. Là, derrière Ironly, c'était une société experte en découpe laser de pièces métalliques. Il a vu le pain point aussi, que c'était très compliqué d'avoir un bureau d'études quand on est des petits artisans. Grâce à l'IA, demain, on est en train de mettre un bureau d'études dans la main de tous les artisans, quoi. Et ça vaut de l'or, quoi. Et on a fait des tests marché. Les retours, ils sont, enfin, en tout cas, pour le début, ils sont top, hein. Je sais que tu le suis bien, Seb, pour le coup. Encore une fois, je pense, je vais terminer par ça et après on laissera une place aux questions-réponses. On a une opportunité en or et tous les entrepreneurs avec lesquels je discute, on n'a jamais vu une révolution pareille, quoi. Et là, c'est le moment de la prendre. Enfin, je pense que la vague elle va être beaucoup plus forte que le digital il y a 20 ans où finalement c'était juste de créer un nouveau canal de distribution. Aujourd'hui, les règles du jeu dans de nombreux métiers vont être complètement changées. Là, j'ai un podcast moi qui s'appelle Méthode to Scale à côté où je vais rencontrer des entrepreneurs de la tech chaque mois. J'ai vu le CEO d'une très belle boîte là, qui s'appelle Miracle, c'est une des success stories françaises à Londres. Il m'a dit, c'est une boîte techno, hein, il m'a dit mon business model il va complètement exploser dans les mois qui viennent avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc c'est pour ça que moi j'ai un message ultra positif, c'est l'occasion rêvée d'aller créer ces nouveaux leviers de croissance. Et si c'est un sujet en tout cas qui vous intéresse, on peut prendre un peu de temps ensemble et on va laisser la place aux questions-réponses. On a créé avec les équipes BPI, donc Nicolas ici présent et Camille, cet accélérateur là qui s'appelle Néo Pivot, où on sélectionne vraiment des dirigeants de PME ETI assez motivés pour aller créer ces nouveaux business models. C'est bon, on est vigilant sur la sélection et c'est comme ça qu'on a emmené Benoît, on a emmené Sébastien, on a amené les équipes de CF Group à aller aussi créer ces nouveaux business. Et on l'espère demain, peut-être des équipes de quelques centaines de personnes qui seront dédiées à ça et que notre pays, en tout cas, pourra faire la compétition avec les géants mondiaux, quoi. Ouais, je voudrais rebondir aussi sur la vision que moi j'ai de l'intelligence artificielle. On a, avec la promo, été voir une boîte de dingue française qui s'appelle Malte. Je suis 1 milliard, non, c'est pas 1 milliard d'euros. Ouais, il est un peu énervé. Enfin, c'est un peu. Et le gars, il a planté 4 boîtes avant et il voulait louer des camping-cars. Après, il a été fleuriste. Après, puis d'un coup, il a l'idée de mettre en relation tout simplement des gens qui avaient besoin de managers de transition. L'idée est très bête. Il fait une super plateforme digitale et avec de l'intelligence artificielle et on va les voir. Et en fait, on se rend compte que c'est une boîte comme les autres. J'avais certains de mes collègues de promo qui disent « Mais moi, je pensais que c'était qu'une boîte de digital. » Quand on a vu le président, il avait du RH, il avait des commerciaux, il avait des problématiques grands comptes. Donc le monde va se transformer. Il va s'accélérer, mais on sera toujours de relation à humain. On sera toujours derrière des boîtes qu'il faudra faire tourner. Il ne faut pas imaginer que l'intelligence artificielle, ça va éliminer les gens. Pas du tout. Pour moi, c'est le contraire. Et je vais même vous donner un exemple pour moi, pour Atix. Je suis convaincu que la réussite de ce produit ne sera que grâce à une communauté. Derrière toutes les grandes réussites tech, vous avez des communautés engagées, des réunions, des clubs, des gens qui font des échanges de best practice. Donc voilà, ça pour l'intelligence artificielle, pour moi, ça va nous ramener à une logique très humaniste. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'envisage. Mais par contre, on dit l'intelligence artificielle, c'est pas très intelligent en fait. C'est très puissant si on sait l'utiliser. C'est pas très intelligent. Par contre, c'est très puissant. Voilà, moi j'aime bien les questions-réponses. Est-ce qu'on se tente un jeu de questions-réponses ? Déjà, est-ce que c'était clair ? Vous pouvez faire ça ou ça, ouais. Ok. Super. Très bien. Alors, est-ce que vous avez une question ? Et comme ça, ça nous permet aussi de rebondir par rapport au titre que vous avez vu. Est-ce qu'il y a une question qui vous vient ? Sur ces nouveaux modèles, les opportunités que ça ouvre ? On va donner le micro, après on fout là. Bonjour. Petite question. Vous m'entendez ? Okay. Ouais. Yeah. Au niveau de la concurrence, vous parliez de ces nouveaux business models. C'est plutôt, en termes de concurrence, est-ce qu'il y a plutôt une barrière à l'entrée ? Ou alors c'est une question de rapidité ?
C'est souvent le cas. C'est soit on est le premier arrivé sur le marché, soit il y a une barrière à l'entrée forte qui permet de gérer cette concurrence-là. Vous avez tous entendu la question. Est-ce que c'est une question de technicité ou de rapidité? Tu donnes ton avis, Ouais, je donne le mien. ouais. De toute façon, la concurrence, elle a toujours été de tout temps. Les fabriques de laine, les trucs comme ça. Donc moi, je pense qu'à Atix, que vous avez vu, on a 15 minutes d'avance et je suis sûr qu'il y en a qui sont déjà dessus et il y en a qui vont le sortir. Et donc après, on retrouve le rôle du chef d'entreprise. C'est la vision et l'exécution de la vision. Par contre, ma conviction, c'est que si on ne le fait pas avec l'intelligence artificielle, on n'existe pas. Donc la concurrence, on revient au truc classique, une bonne vision, les bons outils et une bonne exécution. Et il y aura toujours de la concurrence. Il y a certainement une échelle de vitesse quand même. Il y a certainement un truc, le monde va plus vite et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certainement une logique de rapidité et de service client. On peut avoir des concurrents, on croit que c'est la même chose, mais le service que nous, on apporte est un peu différent. Et deux autres ingrédients que je vais rajouter, parce que je suis très sensible à ça, c'est la capacité à créer des marques fortes. Vous m'entendez bien, oui. Et le design. En France, je trouve qu'on n'est pas assez sensible au design. De manière générale, le design, on croit que c'est un artiste qui est en train de faire des trucs beaux. Vous regardez chez les Américains, le designer, c'est celui qui est au COMEX de l'entreprise. Hein. Apple, sans Jonathan Ive, ne serait pas Apple. Airbnb, c'est un designer. Ouais, le design, c'est ça, c'est l'expérience client. Il faut être un obsédé, pardon pour le mot, mais de l'expérience utilisateur. Comment je vais faire le produit le plus beau, le plus sexy, le plus simple. Et aussi, tu parlais de communauté. Demain, on peut tous copier Doctolib, hein, techniquement parlant. Et encore, j'exagère un peu, mais la force de Doctolib, c'est que j'imagine tous d'entre vous, vous avez le réflexe pour prendre un rendez-vous, d'aller sur Doctolib. Donc, c'est des marques qui ont fédéré des communautés. Donc, c'est pas qu'une question technique, j'y crois pas, moi. C'est une question beaucoup de marketing et d'être le plus malin et de rentrer le plus fort, le plus rapidement possible. Vous nous avez présenté plutôt des expériences dans le B2C. Est-ce qu'on peut imaginer ça dans le B2B ? Ah oui, clairement. Hein. En fait, c'est qu'une histoire d'adressage de ce qu'on appelle la segmentation client. Mais hier, on était avec des super boîtes françaises qui sont dans le médical, d'autres qui sont dans la captation des énergies électriques au sein des... Et eux, ils s'adressent qu'à des professionnels. Donc la réflexion de l'intelligence artificielle, et je sais pas, enfin... Julien a peut-être des exemples de B2B, mais en effet... toi, tu es B2B déjà. Oui, moi, je suis vis-à-vis des artisans. Après, l'artisan, c'est tellement gros comme marché qu'on pourrait le considérer comme du grand public en termes de marketing, mais ça reste des professionnels. D'ailleurs, Atix, si un particulier, un B2C l'utilise, ça ne marche pas. Parce qu'il veut qu'on lui parle comme un expert du bâtiment. Donc voilà. Donc oui, vous pouvez vraiment, il faut trouver le chemin. Ce projet, les B2B par exemple, enfin, le premier marché, ça va être des patrons d'hôtels, de spa, enfin, on va s'adresser plutôt à un marché B2B. Je pense quel que soit l'écosystème, aujourd'hui, il y a moyen de créer des nouvelles opportunités. Et je vais même dire, moins, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais moins c'est sexy, plus il y a à faire. Il faut aller vraiment dans les marchés auxquels personne ne pense. Et c'est là où il y a les petits malins là, qui vont s'engouffrer dans pas longtemps. Faire le énième ChatGPT ou je sais pas quoi. Bon, ok. Il y a eu 2 élus qui ont touché les cieux là. Mais le reste, ça va plutôt être des études de cas métiers ultra précises. Et le B2B est plus cool. Ouais, tiens. Est-ce que ça se limite pour les nouvelles business? Est-ce que quelqu'un peut nous le traduire là parce qu'on n'entend pas? Ouais, on n'entend pas avec le micro. Ok, on est bon? C'est bon, ouais. Ok, est-ce que ça se limite pour les nouvelles entreprises qui se créent ou pour, par exemple, un software à 10 ans, 20 ans, on peut ajouter l'IA de cette manière? T'as entendu? Si j'ai bien compris, est-ce que c'est des startups ou est-ce que c'est des anciennes sociétés? Alors, en l'occurrence, on avait le sujet hier, on a souvent des startups, mais aujourd'hui, ce qui est financé, c'est souvent des gens qui connaissent bien leur domaine de compétences et qui vont créer ce qu'on appelle une spin-off, c'est-à-dire une société à côté, pour justement qui va être un peu la start-up de la grosse boîte. Sinon, ça peut générer des problèmes de financement, parce que globalement, c'est ce qu'on a rencontré hier comme problème. Mais dans tous les cas,
Je pense que là, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt les anciennes boîtes qui trouvent, grâce à l'opportunité de l'intelligence artificielle, des relais de croissance de dingue. Je peux même rajouter un truc, c'est les anciennes boîtes qui ont tout pour y aller beaucoup plus fort que les autres. Il y a un réseau de clients, il y a des ressources, il y a une connaissance métier, il y a des innovations technologiques qui ont été développées. Et par contre, c'est juste un jeu de montage juridique sur lequel on bosse beaucoup en ce moment. Et je crois beaucoup à ce mix des deux mondes. Si tu veux, il y a le monde des startups, c'est cool. Il y a le monde de l'ETI qui est financé d'une façon. Je pense qu'on va arriver à des boîtes qui vont être un peu hybrides entre les deux. C'est la solidité de l'industriel et sa façon de gérer une industrie solide qui est là depuis 100 ans, avec un peu peut-être l'audace et la prise de risque d'une startup. Et aujourd'hui, il existe, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet, mais des montages comptables, juridiques qui permettent très vite de spin-offer une activité. Donc spin-off, ça veut dire on monte une structure juridique dédiée avec un capital qui peut être de X et d'aller beaucoup plus vite et de dérisquer le projet. Et pour la société mère, du coup, ça devient une ligne d'investissement dans le bilan comptable. Ouais, mais les deux, ça crée des opportunités partout en fait. Ça crée des opportunités sur les vieux modèles, sur les nouvelles idées. Voilà. Et encore une fois, l'intelligence artificielle, vous avez tellement de strates, la partie administrative. On n'a pas beaucoup parlé des agents IA, mais c'est quand même une révolution qui va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Une question sur l'exemple que vous avez donné à propos des artisans et les devis. Comment ont réagi les artisans avec cette nouvelle approche que vous avez proposée? Alors là, c'est très intéressant comme question parce qu'en effet, on a une tendance avec l'intelligence artificielle à projeter ce que j'ai fait. Tu peux la répéter peut-être parce qu'ils n'ont pas entendu la question. Donc la question, c'était comment les artisans ont réagi à cette proposition de valeur, à un truc qui fait en gros le boulot à leur place. Et puis voilà. Et en fait, on se fait des projections sur le marché et c'est là où c'est intéressant de travailler avec des professionnels qui vont aller tester le marché, c'est qu'on a été les interroger. Et là, franchement, c'est surprenant parce que quand vous développez un projet, vous prenez 3 axes de communication différents. Donc, on avait parlé de faire le devis avec une photo. On avait parlé de faire le truc avec un agent intelligent. Et on pensait qu'ils n'allaient pas cliquer sur l'intelligence artificielle, par exemple. Et en fait, on a reçu un très bon accueil. On parle de milliers de gens qui ont cliqué. Et en fait, ils attendent ça. Ils attendent ça. Et ils sont beaucoup plus tech que je pouvais m'imaginer. C'est-à-dire que ça y est, le réflexe de ChatGPT, ils l'ont. On a sur l'application qu'un micro, mais il y a encore quelques boutons. Ils veulent que tout soit en micro. Ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. Ce qui par contre est génial dans ce modèle-là, c'est qu'on va y intégrer aussi du conseil d'expertise technique, où là pareil, on fait attention. Parce qu'on ne voudrait pas que l'expérience soit il m'emmerde, il ne me laisse pas faire ce que je veux. Donc il y a vraiment, et là on revient au design, on revient au responsable du design, c'est quelle est la relation et comment je fais une communauté avec laquelle on parle en permanence de ça. Et on est sur un air nouveau, c'est peut-être la première fois où c'est l'outil qui s'adapte à la personne. Ce n'est pas la personne qui s'adapte à l'outil. Et donc dans Atix notamment, on a prévu d'apprendre à accompagner la société dans sa gestion, dans son pilotage, dans ses marges, dans sa rentabilité, dans ses taux de transformation, dans son management. Il y a plein de choses sur lesquelles, mais pas de manière théorique, sur ses problématiques à lui qu'on va réussir à capter dans la donnée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, encore une fois, moi je défends ce que tu es en train de dire. On a une chance, vous avez une chance de vivre une opportunité incroyable d'aller créer des choses phénoménales, quoi. Et surtout, je vais être un peu chauvin, française. Bah, c'est tout le but, hein. C'est le but de la démarche que moi j'ai entrepris aujourd'hui. On m'a demandé d'intervenir, mais je me suis dit ça n'a aucun intérêt si on ne met pas en avant Néo Pivot, si on n'est pas accompagné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire seul. Enfin, je ne crois pas que ce soit simple de le faire seul. Et c'est tout l'intérêt de cette formation Néo Pivot, de faire réfléchir les dirigeants et surtout d'être derrière accompagné. Parce que c'est bien de réfléchir, c'est bien d'avoir des gens qui viennent nous challenger, mais en même temps, on a besoin derrière que ça délivre, quoi. Sinon, ça reste quelque chose qui n'est pas très concret, quoi. En tout cas, si cette approche vous excite et vous donne envie en tant qu'entrepreneur, juste de discuter, qu'on prenne un peu de temps ensemble. Ce qui est cool là, dans Néo Pivot, c'est qu'on a mobilisé, il y a beaucoup d'entrepreneurs de la tech
qui se mobilisent aujourd'hui aussi pour faire équipe avec des patrons de PME ETI. Et je trouve que le binôme est top. Là, on a Scott ici présent, il y en a d'autres qui participent à cette aventure. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, qu'on passe du temps, qu'on échange, si vous avez une vision que vous voulez challenger, encore une fois, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale. Donc on n'est pas en train de vendre un paquet de chewing-gum, là, hein. On est en train de se dire, est-ce qu'on a envie de faire un bout de chemin ensemble? Les deux interlocuteurs clés, c'est Camille qui est ici présente et Nicolas qui est sur l'escalier. Donc on peut prendre un peu de temps ensemble. Il y a Scott aussi ici, Benoît, moi. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je pense qu'on va conclure là-dessus. On peut faire une petite photo si ça vous dérange pas. Alors, attends, juste on a encore un petit peu de temps, je le prends. Vas-y. Il y a juste cette idée, on parlait de la concurrence tout à l'heure. En fait, on pense souvent concurrence locale, mais moi je pense que la concurrence va être européenne et elle sera certainement mondiale. Hier, on avait la chance d'avoir un super industriel qui fait Bob le lave-vaisselle. Bob le lave-vaisselle, c'est un truc incroyable et tout ça. Il me dit les Chinois sont en train de bouger, mais on n'a jamais vu ça. Ils ont des trucs à Genève où, avec de l'intelligence artificielle, et c'est plus du tout de la copie. Hein. C'est hyper. Et derrière, il ne faut pas oublier que derrière l'intelligence artificielle, il y a une autre valorisation qui est la data. L'air de rien, les boîtes vont être extrêmement valorisées avec la connaissance de leurs clients à travers l'intelligence artificielle. Et notamment Bob, c'est un lave-vaisselle qui est trop mignon. Et ben Bob, ils veulent ne plus jamais changer le lave-vaisselle. Ils veulent plus le changer. Donc Bob, il est connecté et il dit va falloir changer ma cassette. Il va falloir faire ci. Là, il faut remplir l'eau parce que c'est un truc autonome. Et donc, en fait, il disait que c'est la communauté qui fait vivre le business model. C'est plus la vente du produit, c'est la capacité de l'entretien, du distributeur. Le service. Le service. C'est pour répondre aussi à la question qui a été posée tout à l'heure. C'est ça. C'est pas juste une question de technologie aujourd'hui. C'est la puissance du service, la connaissance métier, la proximité. C'est là où nos industries historiques ils peuvent aller aussi faire quelques hippons à d'autres boîtes qui vont venir de l'étranger. Parce qu'on sera meilleur là-dedans, on aura peut-être de l'excellence. Par contre, c'est vrai, sur de la technologie pure, l'autre fois, je suis monté dans une bagnole, la BYD, là, il me dit ça vaut 40 000 balles la voiture. Là, j'ai pris une baffe quand même. J'ai dit waouh, ça va être violent quand même. Mais en tout cas, sur le monde de la tech, nos capacités à créer des marques fédérées et amener de l'expertise, là, allons-y. Hein, là, on va être plein ballon et on va créer des trucs de malade en France. J'en suis intimement convaincu. Hein. Ouais. Et je crois qu'on peut déjà commencer par ces fameux agents, ces fameux ChatGPT. Qui utilise ChatGPT dans la boîte? Vous l'utilisez tous? Mistral, très bien, Mistral. Bien, bravo. Mistral, c'est encore mieux. Et donc, des agents IA, vous n'en avez pas fait? Si, certains ont fait des agents IA. C'est répondre en automatique et tout. Je pense que c'est un des premiers trucs à faire déjà, en tout cas pour faire évoluer l'entreprise. C'est vraiment de regarder un petit peu ce qu'on peut faire au quotidien pour faciliter les choses. Par exemple, moi, les comptes rendus, c'est terminé. Moi, j'avais une assistante qui passait son temps à faire des comptes rendus de réunion. Mais franchement, c'était horrible. Elle passait 1h30, 2 heures. Là, elle est plus en pilotage de projet que de faire des comptes rendus de réunion. C'est insupportable. Donc, du coup, maintenant, les comptes rendus de réunion se font. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les relire parce qu'il peut y avoir des aberrations. Mais c'est en temps réel, ce truc-là. Et puis, on a notamment fait des agents. Nous, on avait des besoins d'expertise technique sur la toiture. On a prompté un petit programme, mais verbalement, comme vous parleriez. Et donc, on l'a entraîné à détecter les problématiques de toiture avec des photos. Et il propose un peu comme un médecin. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire dès demain dans votre boîte. Regardez le temps que vous trouvez qui est perdu ou qui n'est pas à valeur ajoutée pour n'importe lequel de vos collaborateurs ou collaboratrices, et vous pouvez vous y mettre, mais facilement, pour 20 balles par mois. Et là, vous verrez que ça ne vous retirera pas du travail. Ça va vous amener de la qualité. La personne aura toujours autant de boulot, mais sur des valeurs ajoutées largement supérieures. Et ça touche un atelier, ça touche un bureau de direction, ça touche le marketing, ça touche n'importe quoi. Vous pouvez faire des choses comme ça qui facilitent la vie. Et après, en faire un nouveau business. Et après, je pense que, voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou pas avant qu'on... Est-ce qu'on va vous nous autoriser une petite photo? Allez.
Merci à vous en tout cas, et on est à votre disposition pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci à vous. Nicolas, Scott, Merci. Merci.